Coucou, petit retour d'expérience sur Vipassana. Voilà, il y en a pas mal qui m'ont posé des questions en message privé et puis je me suis dit que ça pouvait être plus sympa de répondre ici en vidéo. Donc Vipassana, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cours de méditation qui dure 10 jours selon l'enseignement du Bouddha. Au début, je disais que c'était une retraite de méditation, mais oui, on peut considérer ça comme une retraite, mais eux, ils appellent ça un cours de 10 jours. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait en décembre. Vous pouvez le faire partout en France et partout dans le monde d'ailleurs. Il y en a vraiment dans tous les pays. C'est vraiment assez connu. Moi, j'ai fait ça en France, à Damamaï, donc c'est dans l'Yonne, pour faire une retraite, enfin un cours de Vipassana. C'est sur tirage au sort. Donc moi, j'avais déjà tenté ma chance en 2020, juste après ma formation de yoga chez Shivananda. J'avais été refusée direct. Et avec le recul, je me dis que c'était pas plus mal parce que je pense que j'étais pas prête, clairement. J'étais pas prête pour l'intensité de Vipassana. Et là, du coup, le 17 septembre, j'ai retenté ma chance. Je me suis dit, bon, voilà, en décembre, ça peut être sympa de partir faire un cours. Et puis là, je me sens plus en phase avec la méditation. Donc, je me suis inscrite sur le site. Il y a un questionnaire à répondre où il te pose plusieurs questions et il t'expose aussi les règles pour que tu sois bien conscient, consciente de l'engagement que tu vas prendre en faisant ce cours. Et suite à ce questionnaire, j'ai eu une discussion du coup avec un des gérants des inscriptions parce que du coup j'ai fait des cérémonies chamaniques cet été et il voulait en savoir plus sur un peu le pourquoi du comment ça s'était passé surtout pour moi. Et ensuite après ça m'a fait vraiment rire parce que il m'avait fait promettre de ne pas utiliser de médecine pendant le cours de Vipassana. Donc j'ai trouvé ça très drôle parce que c'est vraiment indélicat d'arriver à un cours de Vipassana avec des médecines et d'utiliser d'autres techniques. Enfin, bon, évidemment, je leur ai dit que j'allais me plier aux règles et que c'était pas le but en fait de tout mélanger et que je savais faire la part des choses. Et donc, suite à cet échange que j'ai eu par mail après ma réponse au questionnaire, j'ai été placée sous liste d'attente. Je me suis dit, bon, bah cool, trop bien. J'étais persuadée que j'allais être prise. Franchement, je me suis dit, mais c'est sûr, je le sens, je vais être appelée, je vais être appelée. Donc ça, c'était le 17 septembre. Après, je suis partie en Inde, tout ça. Et puis, le temps passe. Et le cours, c'était le 7 décembre. Arrivé fin novembre, j'ai toujours pas de nouvelles. Je me dis, bon, voilà, pas de nouvelles. J'ai commencé à prévoir des choses parce que du coup, j'avais mis un peu en stand-by cette semaine-là, enfin ces 10 jours-là, pour pas trop prévoir des trucs. Mais du coup, voyant que la date se rapproche et que j'ai toujours pas été appelée, je me suis dit, je vais prévoir des trucs. Donc, je commence à caler mes rendez-vous, tout ça. Et plus les jours passent et plus je perds un peu espoir d'être appelée. Et je vais pour réserver une séance de bain sonore. C'était le mardi 6. Et au moment où je clique sur payer, enfin genre 2 secondes avant de cliquer sur payer, j'ai un numéro qui m'appelle et c'était Vipassana. Et ils me disent, voilà, il y a une place qui s'est libérée, vous êtes sur liste d'attente, est-ce que vous voulez toujours participer au cours? Et moi j'étais tellement paniquée que j'ai dit je sais pas, parce que surtout du coup j'avais prévu plein de choses et j'avais dit je laisse l'univers décider, soit je fais ce que j'ai prévu cette semaine, soit je suis appelée pour Vipassana, mais dans tous les cas c'est cool parce que j'ai prévu des trucs, ou alors je pars à Vipassana. Et donc du coup j'étais un peu paniquée au téléphone, je dis je sais pas, enfin vraiment j'ai perdu mes moyens, je dis je sais pas, je vais réfléchir, genre la meuf elle va réfléchir maintenant, je vous rappelle. Et la nana, elle me dit au téléphone, elle me dit donc par contre, on est d'accord que là vous allez raccrocher. Moi, je vais rappeler d'autres personnes. Si les personnes elles disent oui, vous avez plus votre place. Je dis ok, mais je vous rappelle très très vite. Je raccroche. J'appelle mon chéri et je lui dis ouais du coup Vipassana ils m'ont appelé et puis je sais pas quoi faire. Je leur ai dit que j'allais réfléchir. Et là mon homme il me dit mais non. Mais comment ça réfléchir? Tu peux pas réfléchir. Ça fait des années que t'attends ça. Ça fait 3 mois que t'es sur liste d'attente. C'est juste que là, t'as un doute parce que c'est au dernier moment que tu dois partir demain, mais en fait, réfléchis pas, rappelle-les, vas-y. Du coup, je dis ok, donc je raccroche, je la rappelle.
Et je lui dis oui, est-ce que la place est toujours disponible? Et elle me dit oui, bah en fait les personnes que j'ai appelées, elles n'ont pas répondu. J'ai dit bah écoutez, la place, bah, je la prends, je la veux. Et du coup, ben, j'ai dû annuler tout ce que j'avais prévu pendant ces 10 jours. Bon, après, voilà, mes élèves, mes copines, tout ça étaient prévenus que je risquais d'annuler au dernier moment pour Vipassana. Mais voilà, du coup, en l'espace de moins de 24 heures, j'ai dû m'organiser pour partir un petit peu à la dernière minute sur Paris. Il y avait un bus qui faisait Paris-Damamaï. Donc voilà, ça s'est vraiment fait dans la précipitation. Et en même temps, j'étais tellement heureuse après quand j'ai dit oui, j'étais vraiment trop contente. Donc voilà, c'était un petit peu pour l'introduction de la petite histoire. Je voulais introduire ça comme ça. J'ai fait des petites notes parce que sinon je vais me disperser et je veux pas que ça dure trop longtemps déjà. On est à 6 minutes, c'est déjà trop long. Mais voilà. Damamaï, dans Lyon, au milieu d'une forêt. Je dormais dans un petit dortoir séparé avec des planches de bois. Enfin, c'était vraiment super bien fait. Une toute petite chambre. Enfin, on ne peut pas vraiment appeler ça une chambre parce que c'est dans un dortoir, mais bon, c'était séparé quand même des autres. Les autres ne me voyaient pas. On était vraiment chacun dans une espèce de petite case, de petite bulle. Super sympa. Les règles de Vipassana. Pas de téléphone, pas de lecture, pas d'écriture. Le noble silence, donc pas de parole. Pas de communication avec les autres pendant les 10 jours de cours. Pas de regard, du coup, vraiment aucun moyen de communication, même pas de langage des signes, même pas de petit eye contact, rien du tout. Pas de drogue, évidemment, donc pas de cigarettes, pas d'alcool, pas de médecine, évidemment. Mais aussi pas de mala, pas d'encens, pas de visualisation pendant qu'on médite. Pas d'utilisation de mantra, pas de talisman, pas de signes religieux. Vraiment rien de religieux ou d'énergétique qui puisse entraver en fait la technique de Vipassana. On devait vraiment se tenir à l'enseignement Vipassana et rien d'autre. C'est-à-dire que voilà, on s'asseyait, on méditait et puis je devais pas utiliser des mudras par exemple, je devais pas visualiser, je devais pas réciter mes mantras avec mon japamala par exemple. Vraiment, c'était rien de tout ça. Tu fais ce qu'on te dit de faire selon la méthode Vipassana. Donc du coup, j'arrive le mercredi, je remplis ma fiche d'inscription et puis là, c'est le moment... Enfin, on avait jusqu'à 18h pour donner son téléphone. Et moi, c'est vrai que je l'ai donné vraiment tout de suite. J'ai dit au revoir à tout le monde et puis j'ai donné mon téléphone. Je pensais que ça allait être super dur de se couper du tel, mais pas du tout. En fait, ça m'a fait beaucoup de bien de donner mon téléphone et de ne pas être tout le temps dessus. Et je pense que c'est une très très bonne chose. On devrait tous faire ça au moins une fois dans l'année, vraiment arrêter d'utiliser son téléphone et de communiquer avec l'extérieur. Ce qui a été le plus dur du coup pour moi, c'est de pas écrire et de pas lire. Et au début, je comprenais pas trop pourquoi pas de lecture, pas d'écriture. À la rigueur, pas de lecture, je peux comprendre parce que du coup, ça crée des distractions, mais pas d'écriture, je comprenais pas pourquoi. Mais bon, j'ai donné mes stylos, j'ai donné mes carnets, j'ai donné mes bouquins. Je me suis rendu compte que c'était vraiment important de suivre les règles. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas écrire, par exemple, ça m'a permis d'avoir des réflexions beaucoup plus profondes. Parce que c'est vrai que j'écris pas mal. Dès que j'ai une réflexion, en fait, je vais l'écrire. Et en fait, le fait de ne pas avoir de support à ses pensées, donc le fait de ne pas pouvoir manifester par écrit ses pensées, ça m'a fait du bien parce que je suis allée beaucoup plus loin dans mes réflexions. Et en fait, c'est comme si il n'y a rien qui a entravé un potentiel chemin de pensée. Et du coup, j'ai eu une finalité qui était plus intéressante, plus globale en fait, que si j'avais juste eu une réflexion dans ma tête, ok, ah ouais, ok, c'est intéressant, je vais le noter. Là, le fait de pas le noter, je suis allée beaucoup plus loin. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que oui, l'écriture, c'est une distraction. Oui, la lecture, c'est une distraction. Je pense qu'il y a des personnes qui lisaient dans le dortoir. Et en fait, rien que d'entendre une page de livre se tourner, j'étais là, c'est quoi qu'elle est en train de lire? Oh, mais qu'est-ce qu'elle aurait pu prendre comme livre pour lire? Ah oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais les hommes et les femmes étaient séparés. Donc
Voilà, vraiment, on était dans des endroits différents. On ne sait pas, enfin, il n'y a pas de mélange. Voilà. Donc voilà, pour en revenir à la lecture et l'écriture, ce sont des distractions, en tout cas pour le cours de Vipassana. Et j'ai compris à quel point c'était bénéfique de ne pas lire et de ne pas écrire quand on est vraiment dans un processus méditatif. Voilà, ça. Et j'ai oublié de dire aussi que ce qui a été un petit peu traumatisant pour moi, ça a été de casser le noble silence. Le retour à la communication extérieure, au bruit, ça a été un petit peu traumatisant, surtout qu'en fait, j'ai pas compris que c'était ce moment-là. En fait, on sort de la méditation et là, je vois un panneau en disant voilà, c'est la fin du noble silence. Par contre, veuillez respecter ce silence dans telle et telle zone. Et je vais dans la cafette, là où on mange, et là, je vois tout le monde qui se parle, et là, waouh, c'était trop. J'entendais du bruit, ça me faisait mal à la tête, j'étais waouh, et puis même entendre ma voix en fait, c'était un truc trop bizarre parce que j'ai pas parlé pendant 10 jours. Si j'ai dû parler 3 fois à mon enseignante, mais 3 fois 2 minutes, donc ça fait à peu près 6-7 minutes en l'espace de 10 jours. Et, et là, tout le monde se parlait, tout le monde ah ouais, alors toi c'était comment et tout, t'as fait ci, t'as fait ça. Et moi j'étais là, j'étais oulala, c'était trop. C'était vraiment trop. Et là, vraiment, j'ai ressenti une espèce de vague de panique un peu en mode waouh, mais en fait, j'étais trop bien à pas parler et à être dans ma bulle et tout. Ouais, ça a été assez intense. Donc, moi, je me suis isolée. Bon, j'ai quand même récupéré mon téléphone. Et quand j'ai pris mon téléphone dans mes mains, j'étais waouh. Enfin, c'était trop bizarre, comme si c'était la première fois que je voyais un téléphone de ma vie. Et voilà, j'ai appelé mes proches, c'est la première chose que j'ai fait. J'avais trop d'émotions, j'avais le cœur qui battait trop fort. Parce que du coup, la notion du temps est quand même très particulière hein, pendant les 10 jours. 10 jours, j'ai l'impression d'être restée un mois, très sincèrement. Donc oui, c'était beaucoup d'émotions, le fait de retrouver ma voix, de reparler aussi, reparler avec mes proches. Et puis après, donc du coup, j'ai pris un temps où je suis allée m'isoler un peu dans la forêt, en mode troll, qui veut pas trop se mélanger aux autres, mais j'ai pris du temps. Et après, je suis allée parler, mais j'ai pas trop parlé, parce que, waouh, c'était beaucoup. Euh, je voulais demander à chaque personne qu'elle me donne un mot pour résumer l'expérience, mais en fait, je me suis vite rendu compte que, en fait, les gens, ils étaient un peu déboussolés, un peu dépassée par tout ce qui s'était passé. Et j'ai trouvé ça super bien parce que du coup, on a rompu le silence le 10e jour, la fin du 10e jour, et on partait le 11e jour. Donc en fait, ça nous a vraiment laissé une transition pour revenir dans la vie normale, et heureusement parce qu'en fait, sinon je crois que ça aurait été trop violent pour moi, genre bon bah c'est bon les gars, vous pouvez reparler, c'est bon, tu prends ton bus, tu vas à Paris. Enfin, je pense que je l'aurais vraiment mal vécu. Déjà que même dans cette structure-là, ça a été assez intense à vivre. Mais voilà, c'était juste une petite parenthèse, du coup ça a dû couper la vidéo, faire un truc dégueu, mais en fait je me suis rappelé que ça c'était important de le dire. Voilà. Voilà. Mes motivations, on m'a demandé mes motivations. Je voulais approfondir mes techniques de méditation. Et Vipassana, c'était quand même un petit peu un goal. Un goal vraiment de pouvoir me couper du monde, de me recentrer sur moi-même et de méditer autant. Je voulais voir aussi si mon corps était capable de rester assis en méditation pendant 11 heures. Parce que franchement, je trouvais que c'était énorme. Et en fait, je me demandais si c'était vraiment possible. Est-ce que le corps peut rester 11 heures assis en méditation? Alors bien sûr, il y a des pauses, mais c'était vraiment les grandes questions que je me posais sur moi-même. Et aussi au niveau de mon mental, est-ce que mon mental il va supporter? Est-ce que je vais pas péter un câble et puis partir? Est-ce que je vais pouvoir tenir vraiment jusqu'au bout les 10 jours d'enseignement? Donc ça, c'était vraiment mes motivations. Et puis je voulais aussi me reconnecter à moi et avoir un enseignement traditionnel et ancestral bouddhiste. Ça, c'était pour mes motivations. Du coup, 11 heures de méditation au total. On se levait à 4 heures. On commençait à 4h30. Donc de 4h30 à 6h30, on méditait dans la salle. Ensuite, il y avait le petit déjeuner. Moi, en général, j'allais
pas manger parce que rien que le bruit des cuillères en fait dans la salle, ça me faisait péter un câble. En fait, j'ai une grosse sensibilité auditive et vraiment, genre, je pouvais pas en fait. Je sortais de la méditation, j'arrivais dans la salle, alors au début, je mangeais un tout petit peu. Déjà, je mange pas trop le matin, mais je me forçais un petit peu à manger le matin. Et puis en fait, de rester dans la salle, c'était juste, enfin, pas possible. Du coup, j'allais directement me coucher, puis j'allais dormir. Parce que, bah voilà, hein, 4 heures du matin, voilà, un peu fatiguée quand même. On méditait ensuite de 8 heures à 11h30. 11h, ouais, voilà, 11h. Ensuite, il y avait 2 heures de pause, mais pendant ces heures de pause-là, on mangeait. Et ensuite, après, on pouvait éventuellement s'entretenir avec l'enseignante. Déjà 10 minutes. Donc, voilà. Ensuite, on reprenait donc, de 13h à 17h et de 18h à 19h. Et ensuite, de 19h à 20h, il y avait une conférence. Donc, voilà, hein, c'était Goenka qui nous enseignait la technique Vipassana, qui nous parlait, voilà, qui nous faisait cet enseignement. Et ensuite, après la conférence, on méditait jusqu'à 21h, 21h30. Donc voilà, ça fait 11 heures au total. Et ça me faisait rire parce que chaque jour, il y avait le programme de la journée. Et puis chaque jour, je venais. Et puis oui, bah, c'est le même en fait. Méditation, 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 méditation. Les seuls changements qu'il pouvait y avoir, c'était qu'il y a des fois où on pouvait méditer dans notre chambre, selon ce que nous disait l'enseignant, pardon. Donc c'était les seules subtilités qu'il y avait. Pas le droit de faire du yoga aussi. Moi, pendant les conférences, j'étais comme ça, je m'étirais, tout ça. Je me suis fait recaler direct. On m'a dit non, mais tu peux pas t'étirer. Et j'étais là, mais je bouge, enfin, je veux juste bouger mon corps. On m'a dit non, non, tu perturbes les autres. Donc voilà, même ça, c'était pas possible. Je voulais faire du yoga après dans ma petite case, mais c'était trop petit. Et après, il faisait froid, donc voilà, je voulais pas faire du yoga dehors. Mais du coup, la seule activité physique que je faisais, c'était de marcher dans les bois. Alors c'était trop drôle parce que bah, voilà, je marchais dans la forêt, tout ça, il y avait un espèce de petit circuit. Au début, c'était tranquille. Puis à partir du 5e jour, je marchais un peu plus vite. Et puis à partir du 6e jour, je marchais encore un peu plus vite. Et à partir du 7e jour, je marchais encore un peu plus vite. Et puis je bougeais les bras comme ça. Enfin, vraiment, j'avais besoin de faire sortir de l'énergie. Voilà, moi je fais du sport toutes les semaines, depuis des années. Je fais du yoga. Donc vraiment, j'ai besoin de bouger mon corps en conscience, en mouvement. Mais j'ai besoin d'extérioriser. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'était dur. J'avais qu'une envie, c'était de taper un sprint. Mais voilà, fallait pas que je perturbe les autres. Voilà. Ensuite, ça a été vraiment une révélation en ce qui concerne l'enseignement du Bouddha. Je connaissais pas trop cet enseignement, je connaissais pas trop aussi sa mission, sa vie. Enfin, je connaissais les grandes lignes, mais sans plus. En fait, je connaissais pas le cœur de son enseignement. Et grâce à Vipassana, j'ai pu apprendre et je trouve ça formidable. Je trouve ça vraiment génial, très très intéressant. Je serais toujours surprise en fait de ce que le corps est capable d'accomplir et ce que l'esprit aussi est capable de te faire faire, alors que ça soit en bien ou en mal, hein, bien sûr. Mais ouais, c'était top. Ça m'a fait une grande pause dans ma vie. Tac, tac, tac. Finalement, j'ai pas eu tant de douleur que ça, de rester assise 11 heures, parce qu'il y a quand même des pauses au bout de 1 heure ou 2 heures, ça va dépendre. Mais en fait, mon corps n'a jamais été aussi souple qu'à ce moment-là. Et j'étais même assez surprise parce que je me suis dit, mais comment c'est possible en fait que mon corps soit aussi détendu alors que je bouge pas et que je fais pas grand-chose, je fais pas de yoga, je fais pas de sport. Mais finalement, en fait, je pense qu'on passe dans un autre registre, on passe dans une autre dimension corporelle en fait. Mais ouais, mon corps était quand même assez souple, bizarrement. Beaucoup de gratitude d'être ici, beaucoup de gratitude d'avoir été appelée au dernier moment. En plus, je pense que c'est la place qu'une copine a décidé de rendre. Et je pense que du coup, j'ai pris sa place. Et du coup, trop de gratitude. D'ailleurs, si tu m'entends, bisous d'amour. Mais je sais quand elle s'est désistée pour Vipassana, je sais qu'elle a
envoyer ces pensées pour que c'est moi qui l'appelle. Et c'est moi qui l'ont appelé. Donc j'ai trouvé ça fou. Donc vraiment beaucoup de gratitude. Beaucoup de gratitude aussi de pouvoir prendre 10 jours dans ma vie et puis faire cet enseignement-là. Aussi beaucoup de gratitude parce que donc il faut savoir que l'enseignement Vipassana, il n'est pas tarifé en fait. Tu donnes ce que tu veux donner. Et ça, je trouve ça génial parce que c'est accessible à tout le monde. Ceux qui ont plus de moyens, ils vont donner avec les moyens qu'ils ont pour que ceux qui ont moins de moyens, ils puissent venir et profiter de cet enseignement. Chez Vipassana, voilà, ils considèrent que le gîte et le couvert sont offerts gracieusement. On ne paye pas pour l'enseignement parce que l'enseignement est inestimable, mais en fait on donne une participation pour que le centre puisse continuer à vivre et pour que d'autres personnes en fait puissent venir. Donc ça, j'ai trouvé ça génial et c'est quelque chose qui se perd en fait, qu'on trouve pratiquement plus à l'heure actuelle. Donc voilà, en plus franchement on mangeait super bien et tout. Enfin, c'est un détail, mais non, en fait c'est super important de bien manger là où on est, parce que bon, quand on médite 11 heures par jour et qu'on parle à personne, voilà, avoir un bon repas, ça fait du bien. À savoir que du coup on mangeait pas le soir, donc il y avait 2 repas par jour. Le matin, le petit déjeuner, et de 11h à midi, le déjeuner, mais on mangeait pas le soir. Et moi, ça m'a fait un gros bouleversement parce que j'ai tendance à pratiquement pas manger le midi, ou alors plus léger le midi, et je mange beaucoup plus le soir. Et puis en plus, moi, je fais le jeûne intermittent, donc là, du coup, c'était un petit peu délicat, mais en fait, j'avais même pas faim. En même temps, je me dépensais pas énormément, donc voilà, j'avais même pas faim, mais franchement, tout était fait pour que on soit bien. Tout était cadré, tout était discipliné, et vraiment tout était fait pour qu'on soit vraiment dans notre pratique méditative jusqu'au bout. Donc ça c'était super. Qu'est-ce que je retire du coup de cet enseignement? J'ai énormément apprécié le fait qu'on ne soit pas distrait par autre chose que notre propre mental, dans le sens où en fait on n'utilise pas de visualisation, pas de Dieu, pas d'autre chose que juste notre corps, juste nous-mêmes. Et en fait, ça m'a fait du bien parce que je suis sortie un peu de ce folklore spirituel qui est très présent dans les réseaux sociaux, et qui est aussi présent chez moi. Hein. Je jette pas la pierre à l'autre, hein. Je m'inclus totalement dedans. Mais c'est vrai que parfois, à vouloir visualiser, à vouloir toujours plus, toujours plus de sensations, toujours plus haut, toujours s'expandre vers le haut avec des outils, donc que ça soit avec de l'encens, un mala, avec des visualisations de dieux, de déesses, avec des médecines, avec des plantes. En fait, finalement, on est toujours avec quelque chose d'extérieur, et on n'est jamais sobre. Enfin, sobre juste soi et soi-même, on s'assoit, on trouve une posture stable, on ferme les yeux, et juste nous-mêmes, en fait. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait une remise à zéro. Pas de folklore. Alors évidemment, hein, j'ai d'autres pratiques énergétiques, j'ai d'autres pratiques de méditation, j'ai mes croyances spirituelles qui font que je vais utiliser de l'encens, je vais utiliser mon japamala, je vais utiliser mon mantra relié à ma déité, tout ça, mais là franchement c'était vraiment nécessaire et bénéfique, en tout cas à ce stade de ma vie, pour moi de revenir au réel. Voilà, la réalité, comment tu es dans ton corps, qu'est-ce qui se passe, quelles sont tes émotions, mais en même temps on n'analyse pas vraiment les émotions, c'est juste les sensations corporelles. Enfin bon, après je vais pas partir dans les détails de l'enseignement, mais voilà, c'est juste soi et soi-même. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. À un moment donné, j'ai senti une couche grossière de mes sensations physiques qui se sont dissous. Et c'était une sensation. Voilà, parce qu'on essaie de travailler sur l'équanimité. Et c'est ce qui manque cruellement à ma vie, l'équanimité. Mais du coup, quand j'ai senti cette couche grossière se dissoudre, c'est quand même des douleurs qui sont parties. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, j'ai beaucoup moins de douleurs, même si j'en ai toujours. J'ai moins de douleurs chroniques, on va dire.
J'ai beaucoup plus de présence aussi du coup dans ma vie. J'arrive beaucoup plus à prendre du recul et à me connecter à mon souffle. Donc ça, c'était déjà un travail que je faisais quotidiennement, mais là, c'est plus limpide, c'est plus évident en fait. Et j'essaye de développer l'équanimité dans la vie, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. L'équanimité, sama, en sanskrit. Et d'ailleurs, quand j'avais fait ma formation de yoga, donc il y a 2 ans, la Swami avait dit cultiver sama, donc l'équanimité, pour pas vous laisser emporter par les vagues. Et en fait, cette image, elle m'était restée au plus profond de moi, parce que je me suis dit, mais c'est ça en fait, moi qui me manque, c'est de pas réagir en fait, de pas réagir instantanément par bien ou par mauvais, mais juste à accueillir en fait ce qui arrive, et peut-être à réagir, mais à prendre un peu plus de temps. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'essaie de cultiver et qui m'a fait vraiment du bien. Ça me fait penser aussi à une phrase de Patanjali, ou dans une traduction de Patanjali, je me rappelle plus, mais c'était agir au lieu de réagir. Et tout ça, vraiment, ça forme une espèce de petite bulle qui me donne envie de développer l'équanimité et la sérénité face à tout ça. Je regarde ce que j'ai noté parce que voilà. Oui, j'ai une meilleure posture aussi quand je vais méditer quotidiennement. Je veux dire, j'arrive, je me mets en tailleur et puis hop, je trouve ma posture beaucoup plus rapidement. Avant, je bougeais un petit peu plus, je bougeais comme ça, je bougeais les mains, je changeais les pieds. Là, vraiment, j'arrive, boum, je sais comment me positionner. Et en fait, mon corps, il a compris, quoi. Mon corps, il sait, maintenant, il a une mémoire, il sait. Donc ça, je trouve ça incroyable. Et j'arrive aussi à être beaucoup plus concentrée, enfin, plus rapidement. Avant, je pouvais être vraiment concentrée au bout de 15-20 minutes. Maintenant, je remarque qu'au bout de 7 minutes, 7-8 minutes, je rentre dans un état de concentration qui est intéressant. Et donc, du coup, ça me permet aussi d'être plus focus dans ma méditation plus rapidement. Donc ça, c'est top. Mon corps est plus détendu aussi, voilà, dans la méditation. Honnêtement, je pensais pas tenir 10 jours, mais j'ai tenu les 10 jours. Je pensais pas tenir 10 jours à méditer 11 heures par jour sans rien faire d'autre. Je pensais pas. Mais j'ai réussi, et avec beaucoup de plaisir. Même s'il y a eu des moments qui ont été délicats, hein, qui ont été inconfortables. Voilà, c'est quelque chose que j'ai réalisé, qui m'a fait beaucoup beaucoup de bien. Je recommande évidemment Vipassana. Vraiment, si tu as l'élan, si tu as envie d'approfondir ta méditation, si tu as envie de te rapprocher de l'enseignement bouddhiste, qui est aussi un enseignement, c'est important de le dire, un enseignement universel, je veux dire, qui inclut toutes les religions, tout le monde en fait. Peu importe tes croyances, tu peux accéder à cet enseignement-là, et ça, ben merci, parce que ça fait vraiment du bien. Donc voilà, je recommande totalement, et je pense que je vais y retourner. Je vais y retourner, mais cette fois-ci en faisant un service. Donc en fait, tu peux aller là-bas en donnant de ton temps pour participer à l'organisation et à l'élaboration en fait du cours. Il faut déjà avoir fait un premier cours de Vipassana pour faire le service, mais du coup, je pense que l'année prochaine, pas cette année, parce que je pense que ça risque d'être un peu juste. Et puis j'ai besoin de temps aussi pour intégrer. Mais je pense que j'y retournerai en faisant un service pour participer, pour donner de mon temps, pour m'investir en fait dans quelque chose qui est plus grand que juste moi-même finalement. Donc voilà, y a encore beaucoup de choses à dire. Là j'ai vraiment fait un condensé, mais ouais, il y a plein de belles choses à dire, et voilà, je suis très très reconnaissante. J'ai beaucoup de gratitude pour cet enseignement, pour le Bouddha. Et voilà, je t'invite vraiment à te renseigner si tu as envie, si tu en ressens l'appel, je te le recommande, je te le conseille. C'était vraiment une expérience super. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que j'aurai répondu à certaines questions, interrogations. C'est mon retour d'expérience qui est vraiment fait en 25 minutes, donc c'est assez court. Mais voilà, après, si vous souhaitez qu'on en discute un petit peu plus, voilà, je suis ouverte à la discussion. Voilà, voilou!